Sunday Night Production. J'avais fait 2 fois la Saint-Élion, j'avais fait des courses de 80, 100 km, mais j'étais jamais vraiment passé au 100 miles. Et je trouvais que tout se mettait vraiment bien en place. Et puis, j'ai très rapidement calculé que en 2023, ça allait être les 20 ans de l'UTMB. Et que j'avais envie de travailler sur cette histoire des 20 ans de l'UTMB. Et que quoi de mieux que pour parler de l'UTMB que d'y participer. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur le sentier escarpé de l'UTMB avec un récit exceptionnel signé Benjamin Sten. De Chamonix à Chamonix, Benjamin a entrepris un voyage intérieur qui a transformé sa vision de l'endurance. Car dans cette grande aventure, rien ne se déroule jamais comme prévu. L'UTMB est bien plus qu'une simple course. C'est une expérience transcendante. Dans cet épisode, nous plongeons dans le récit de Benjamin où chaque pas est une épreuve de courage et de résilience. Les photos parfois parlent d'elles-mêmes. Cette épreuve l'a bouleversé et a renforcé sa conviction que l'ultra-trail, la longue distance, est un terrain de jeu propice à la découverte de soi, à la recherche de ses propres limites et à la conquête de ses propres démons. Préparez-vous à être captivé par cette incroyable histoire de dépassement de soi. Benjamin nous livre une leçon de vie empreinte d'émotion, de persévérance et de l'essence même de l'esprit de l'ultra-distance. Attachez vos lacets, embarquez avec nous sur les sentiers de l'UTMB et découvrez ce récit épique. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à mon invité du jour, Benjamin Sten. Bonjour Benjamin. Salut Arnaud. Très heureux de pouvoir te rencontrer puisque, alors on s'est déjà rencontrés, c'est pas la première fois qu'on se voit, mais cette fois-ci c'est toi qui est de l'autre côté de la barrière. C'est toi qui vas parler de toi et non pas l'inverse. C'est toi, par habitude, qui me posais les questions puisque, comme je le fais par habitude sur le podcast Ultra Talk, et c'est la première question d'ailleurs, c'est est-ce que tu peux, Benjamin, te présenter s'il te plaît ? Ouais, c'est vrai Arnaud, ça me fait un peu bizarre de me retrouver face à toi. D'habitude, c'est moi qui pose les questions parce qu'on se connaît depuis un moment maintenant. Effectivement, effectivement. Je suis journaliste. Je suis chef adjoint du service des sports du journal Le Progrès, qui est le quotidien régional ici à Lyon et dans 5 départements. C'est dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés pour évoquer toutes tes aventures à vélo. Américaine, polaire, mais aussi Race Cross France, effectivement, tout à fait. Voilà, on a déjà une longue histoire ensemble. Sinon, plus administrativement, j'ai 44 ans. Je suis né à Dunkerque, dans le département du Nord. Donc un nom d'origine flamand. Exactement. Comme mon gabarit l'indique pas, je suis pas vraiment typé comme un rouleur flamand, mais je suis effectivement un ch'ti. Je suis marié à Tatiana depuis 2017, mais bon, on a une longue vie commune ensemble depuis les 2003. Et puis nous avons 2 enfants, une fille de 13 ans et un petit garçon de 9 ans. Bon, écoute, merci pour cette introduction, ces présentations. Alors, c'est pas dans le cadre de ton job de travailler dans le sport et de faire parler les sportifs et de retranscrire tout ça sur papier, même si tu aurais probablement énormément de très très belles choses à dire, mais c'est surtout dans le cadre de ce que tu fais à côté, parce que c'est ton métier, mais tous les sportifs que tu rencontres doivent probablement t'inspirer, puisque tu as décidé de passer de l'autre côté aussi, de l'autre côté de la barrière en allant pratiquer pour essayer probablement aussi de comprendre les effets, la prépa, les moments d'euphorie et aussi de détresse que ça pouvait procurer. Et c'est en voyant l'année passée ton parcours sur l'UTMB que tu as terminé que j'ai mis ton nom sur ma petite listing d'invités un jour dans le cadre du podcast Ultra Talk. Et nous voilà, l'UTMB, au moment où l'épisode va être diffusé, sera dans 6 semaines, certainement, aux alentours de 6 semaines. Et tu vas nous raconter cette aventure qui est sur les photos juste incroyable, marquante, douloureuse de l'extérieur. Tu vas nous expliquer tout ça, mais avant, comme je le fais systématiquement, j'aime bien rembobiner l'histoire et savoir, Benjamin, petit, est-ce que c'était déjà un sportif, un aventurier comme ça qui va loin dans les retranchements du corps et aussi du mental ? Qui était Benjamin petit ?
Ouais, alors je crois qu'en fait, j'ai pas vraiment changé, quoi. En 44 ans, j'ai toujours à peu près été le même, hein. On essaie parfois de changer, puis au final, ouais, on est toujours rattrapé par ce qu'on est, quoi. J'ai toujours été fasciné en fait par les efforts longs. Bon, quand j'étais petit, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, mais en fait, très rapidement, moi, ce qui m'a transporté, c'était le vélo. J'ai été initié par mon père qui faisait aussi un peu de vélo. On habitait à l'époque dans le Beaujolais et on partait faire des grandes sorties à vélo. Alors à l'époque, quand on a 10-12 ans, c'était faire 50-60 km, aller monter l'école du coin. Mais moi, c'est toujours ça qui m'a fasciné, regarder le Tour de France. Qui passait souvent dans la région en plus. Hein. Ouais, alors les derniers chronos le samedi avant d'aller sur Paris, dans le Beaujolais, moi je me souviens. Ouais, alors j'étais un peu plus petit que ça. Moi, la grande époque, c'était les époques Greg LeMond, Miguel Indurain. C'était ça mes idoles de Claudio Capucci, quoi. Le fameux. Voilà, c'était ça, moi, mes idoles de l'époque quand j'étais petit. Est-ce que t'étais licencié? Tu faisais des courses ou c'était juste pour le plaisir avec ton papa pour aller faire de la rando, vous balader? J'ai été initié par mon père. On partait aussi en montagne et puis on faisait des grandes balades. Et puis très rapidement, moi, j'ai fait des courses à partir des minimes, cadets, juniors. Cursus classique. Ouais, cursus classique, faire les petites courses du coin. J'ai été jusqu'en catégorie nationale à l'époque. Oui, c'est ça, effectivement. Ouais. Les régionales, tout avait été première caté, deuxième caté avait été transformé en élite nationale régionale. Voilà. Et mon fait d'armes, c'est que la dernière saison, j'ai fait 7 fois deuxième. Ça marque. Voilà, j'étais pas du tout un finisseur, quoi. Un finisher plutôt. Ouais, non, mais voilà. je vois bien effectivement. Je manquais de pointe de vitesse. J'étais plutôt un profil de grimpeur, mais très lent au sprint, quoi. Bon, et puis derrière, rentrer dans la vie active, probablement. Le journalisme, pourquoi le journalisme? Est-ce que ça a toujours été un métier que tu as voulu faire depuis petit? Est-ce que c'était des rencontres qui ont fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, tout est lié, c'est-à-dire que moi je lisais l'équipe, quoi, comme quand j'étais gamin, comme mon père a ramené. Et alors très tôt, je me suis intéressé au style un peu du journalisme sur le Tour de France. Je lisais tout ce qu'il y avait sur les bouquins d'Antoine Blondin sur l'histoire du Tour de France. J'avais fait la connaissance d'un journaliste de l'équipe qui s'appelle Philippe Bouvet, qui était une grande plume de l'équipe que j'avais rencontré. J'adorais vraiment, j'épluchais tout ce qu'il écrivait. J'avais une espèce de connaissance encyclopédique du Tour de France. Donc j'ai toujours en fait rêvé de faire ce métier-là, quoi. Et vu que je voyais bien que moi mon petit parcours dans le vélo allait pas déboucher sur grand chose, je me suis dit que si je voulais assister aux grands événements, participer un peu alors à l'époque c'était le Tour de France auquel je rêvais de participer, même de l'intérieur, il fallait que ce soit plutôt en tant que journaliste qu'en tant que coureur, quoi. Et est-ce que tu l'as déjà couvert en tant que journaliste? Je l'ai couvert, j'ai peut-être fait... pas dans sa totalité, mais... Non, pas dans sa totalité, j'ai jamais fait dans sa totalité. C'est vrai qu'en fait, après, la vie fait qu'on prend d'autres chemins, et finalement, je l'ai fait une fois, en 2013. J'avais couvert toute la semaine des Alpes, et c'est un très très bon souvenir, parce qu'à l'époque, il y avait un coureur ici à Lyon qui s'appelait Jean-Christophe Perrault. Bah oui, qui a fait en plus deuxième. Alors, est-ce que c'est bien 2013? Oui, je crois bien que c'est 2013. Je saurais pas te dire, franchement. Et cette année-là, effectivement, il était au sommet. Voilà, il était au sommet de sa carrière. Il fait deuxième derrière Nibali. Et donc j'étais Villeurbanne. Voilà, et j'avais donc suivi toute cette saison-là avec Jean-Christophe Perrault et le Tour de France. Il y avait aussi Romain Bardet, qui était aussi de la région, qui avait fait un très beau Tour de France. Il était à l'époque tout jeune. Et comment est-ce que tu as toujours, même alors que tu fais un métier qui est certes passionnant, mais qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'heures de travail, de déplacement probablement, est-ce que tu as toujours gardé une activité sportive en lien avec le vélo, ou à quel moment la course à pied est arrivée, ou le trail est arrivé dans ta vie, mais est-ce que tu as toujours, malgré le fait que tu as réalisé ce que tu voulais faire, c'est-à-dire journaliste dans le sport, est-ce que tu as toujours gardé à côté une activité sportive? Alors, ou est-ce qu'à un moment donné, comme des fois parfois quand tu rentres dans la vie active, tu mets toute ton énergie dans ton travail et puis tu t'éloignes un peu parfois de ta passion? Non, c'est exactement ça. Qui revient en bonbon, tu sais. C'est exactement ça. Ça sent le vécu. Exactement. Non, j'ai arrêté le sport pendant,
j'allais dire 7-8 ans, peut-être au moment effectivement où j'ai commencé à travailler, notamment parce que je travaillais beaucoup les week-ends, donc c'était compliqué Et puis j'étais sans doute arrivé à un trop-plein, je faisais beaucoup de kilomètres à la fin de quand j'ai arrêté le vélo. Donc j'ai arrêté pendant 7-8 ans, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a beaucoup réussi. Et finalement j'y suis revenu vers la trentaine. Quand j'ai eu ma première fille, je sais pas, ça doit être un espèce des moments marquants dans la vie comme ça. Et en fait, j'ai fait ma première course à pied, effectivement, peut-être un mois après sa naissance, quoi. Et alors la course à pied, moi je mettrai dans l'introduction de l'épisode, dans le descriptif, pardon, je mettrai le lien d'un super article que tu as écrit qui nous raconte cette UTMB et qui nous raconte également les moments où tu rencontres ces champions. Et alors, quand on est passionné de sport et qu'on est au contact des plus grands, est-ce que ça permet de franchir le pas pour se lancer dans une nouvelle discipline ? Je m'explique. C'est que tu étais cycliste et tu as rencontré les plus grands du trail, très clairement. Est-ce que ça aide à se dire je vais moi aussi aller faire du trail, même si je ne suis pas trailer, parce qu'il y a une vraie différence entre, je ne sais même pas si on peut dire physiologiquement, mais musculairement, il y a un vrai écart entre les muscles quand tu es cycliste et les muscles quand tu es trailer. Tu vois ce que je veux dire ? On sent, voilà. Quand tu sautes de l'un à l'autre, le lendemain, des fois, tu as un petit peu de mal à te lever au niveau musculaire. Est-ce que le fait d'avoir rencontré ces grands champions, selon toi, quand je pense à Daen, quand je pense à Jornet, est-ce que ça a été pour toi un vrai tremplin pour aussi te dire je me lance ? Alors en fait, historiquement, j'avais commencé à courir bien avant de rencontrer ces grands champions. Moi, j'ai rencontré le trail et la course à pied grâce à la Saint-Élion, qui est une course ici dans la région autour de Lyon, qui appartient au patrimoine local. C'est un événement international aujourd'hui, on peut le dire. Qui réunit 17 000 personnes chaque année. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler sur la Saint-Élion, c'était en 2006. C'était pas du tout l'événement que c'est aujourd'hui. Nous d'ailleurs au journal Le Progrès, c'était un événement qui était traité dans les pages loisirs temps libre, un peu comme une rando. Et quand je découvre ça, moi je me dis mais non, mais ça c'est pas du tout, c'est pas du loisir, ça. Enfin c'est une vraie course sportive avec des vrais champions. Alors certes, c'était pas des noms très connus à l'époque. C'était Jérôme Trottet, c'était Philippe Raymond qui lui était connu comme marathonien, c'était Christophe Mallardet, c'était les trailers de l'époque, quoi. Oui, mais c'est aussi c'est ce qui fait que le trail est devenu a une visibilité aujourd'hui incroyable dans le monde entier, c'est que ça a starifié quelque part, c'est-à-dire que cette discipline a mis en lumière aussi des personnes qui sont devenues des stars de la discipline, hein. Tu prends Jornet, Daen, et j'oublie des noms, mais il y a des Américains aussi très connus, mais c'est aujourd'hui, on a ces stars-là dans le trail qu'on n'avait pas il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce que la discipline n'était pas aussi accessible peut-être déjà, et puis marketée, la communication autour de l'événement n'était pas le même. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu vas sur un UTMB, là dans quelques semaines, on l'a dit juste avant d'ouvrir les micros, mais c'est le Super Bowl du trail, quoi. Moi j'appelle ça le Disneyland. Tu vas là-bas, même si t'es pas trailer, t'as envie de prendre le départ. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça. Ouais. Même si tu cours pas, t'as envie de prendre le départ, tellement c'est magique, quoi. Et c'est sûr qu'il y a 15-20 ans, et notamment la Saint-Élion, quand tu vois ce que c'est devenu... C'est vrai que c'est des années charnières, ces années 2005-2006. C'est l'époque où François Daen, qui est tout jeune à l'époque, mais commence à courir. Kilian Jornet, c'est pareil, c'est les tout débuts de sa carrière, puisqu'il gagnera l'UTMB en 2008. Et moi, j'ai vu ça, et en fait, comme beaucoup de monde à l'époque, ça m'a fasciné, et je me suis dit, ça va devenir quelque chose d'énorme, quoi. Et puis, il y avait une ambiance que moi, je trouvais beaucoup plus intéressante que dans le vélo, enfin en tout cas le vélo de compétition. C'est mixte, c'est beaucoup plus détendu, c'est un milieu qui est moins recroquevillé sur lui-même. Du coup moi je me suis vraiment fasciné pour la course à pied. Mais en tant que journaliste, toi Benjamin, en tant que journaliste, est-ce que tu t'es dit je choisis ce sujet et je le porte et je m'en occupe et je m'y intéresse en tant que professionnel? Quel angle tu as eu sur l'événement? C'est d'abord ça qui m'a interpellé, quoi. Je me suis dit, en fait, il y a des articles fascinants à écrire sur des courses comme la Saint-Élion. C'est un peu le Paris-Roubaix de la course à pied, quoi. Tu sentais qu'on était au tout début de la discipline, en 2006. Ce que je veux dire, c'est que toi, en tant que professionnel et sportif,
tu t'es dit, ça va devenir une discipline de dingue ou... Bon, fallait pas être un grand voyant, hein, parce que on voyait que la courbe des participations, elle augmentait énormément, qu'il y avait de plus en plus de sportifs de haut niveau qui se mettaient sur cette discipline. Donc, et puis après, ça fait boule de neige, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de sportifs qui se préparent, la discipline est de plus en plus médiatisée. Nous, on a vu au journal que quand on faisait des articles sur la Saint-Élion, ça marchait, ça intéressait les gens. Aujourd'hui, c'est l'un de nos plus gros scores d'audience à l'année, la Saint-Élion. Les gens veulent voir. Tout le monde connaît quelqu'un qui participe à la Saint-Élion, donc les gens viennent voir les photos, les comptes rendus. Donc non, effectivement, c'est d'abord avec un œil professionnel que je suis arrivé là-dedans, et puis. En fait, très rapidement, quand on assiste à ce genre de course, on a une espèce de frustration. C'est-à-dire qu'en fait, on voit pas grand-chose. On voit les gens partir, on les voit arriver. Entre-temps, on les voit 2-3 fois, on les voit passer assez rapidement. Mais on peut pas les suivre sur les chemins. Donc, moi, je me suis dit, si je veux savoir ce qui se passe, il va falloir que je mette les baskets, quoi. Ok, je comprends le cheminement. On va arriver vers ton aventure de l'année passée. Mais quand on est passionné de sport... Alors, je te pose la question, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'échanger avec Kylian Jornet sur le podcast. Même à des milliers de kilomètres, on a pu être en visio et on a pu échanger pendant 2 heures. Je ne sais pas encore si je réalise, tu vois le truc. Mais toi, en tant que journaliste passionné... c'est quelqu'un de très simple, hein, Kylian. Ah, mais complètement. Ah non, mais il était entre 2 rendez-vous chez le kiné, il a ouvert sa caméra, il était dans sa voiture, on a fait la visio et il m'a parlé comme s'il me connaissait... probablement comme toi, hein, voilà, il m'a parlé tutoiement, comme si on s'était déjà vu, tu vois. Donc ça, c'était assez, pour moi en tout cas, c'était assez surprenant. Et quand on est journaliste passionné, sportif, et qu'on rencontre ces grands champions qu'on a accès à ces grands champions comme des Jornet, des Daen et d'autres, est-ce que ça booste à faire du sport? Est-ce que tu as toujours ce regard émerveillé de jeunes journalistes qui rencontrent des sportifs? Comment tu fais le parallèle avec l'évolution de ton métier, ce que tu voulais faire petit, toi le sportif aujourd'hui? Alors moi, ce qui m'a toujours fasciné dans ce métier de journaliste, c'est raconter des histoires. C'était et pas forcément... Alors au début, effectivement, quand j'ai commencé, je pouvais avoir ce regard un peu... pas de fan, non, c'est pas le mot, mais en tout cas émerveillé. Voilà, d'être émerveillé. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on perd assez rapidement. Enfin, en tout cas, que moi j'ai perdu assez rapidement. Et ce qui m'a le plus intrigué, qui m'a le plus motivé à continuer dans cette voie, c'était de raconter des belles histoires. C'est pas forcément avec les meilleurs qu'on raconte les belles histoires. C'est clair. Voilà. Voilà. Cela dit, c'est vrai que dans le trail, j'ai rencontré des personnalités vraiment hors du commun, que ce soit François Daen, tu disais, Xavier Thévenard, qui est quelqu'un que j'ai rencontré aussi. Qui t'a proposé du boudin, c'est ça, pour sa récupération, je crois, non? Voilà, c'est ça. Après sa victoire dans l'UTMB en 2013, j'avais été passer du temps chez lui, on avait mangé ensemble. C'est vraiment un grand moment de ma carrière de journaliste dont je me souviendrai très longtemps. J'ai rencontré Kylian aussi en 2011. C'était avant sa 3e victoire dans l'UTMB, mais c'était déjà quelqu'un de très connu dans le milieu du trail, mais c'était pas la star qu'il est aujourd'hui. Enfin, tout ça pour dire que je me suis jamais comparé à eux en plus en tant que sportif, c'est des gens hors du commun. Non, bah oui, c'est clair. Je comprends. Avec lesquels c'est vraiment difficile de faire des parallèles. On n'a pas du tout des vies qui sont comparables. Ils ont un truc en plus, ces champions, très clairement. Ils ont un truc en plus, et puis surtout, on s'aperçoit qu'ils ont une espèce ils ont une espèce de fil conducteur commun, tous ces grands champions. C'est qu'ils ont grandi dans la montagne. Et d'abord, ils ont été courir dans la montagne. Ils se passaient 30-35 heures par semaine à faire des montées-descentes. Ils se promenaient. Et ensuite, c'est devenu des grands champions. Mais c'était d'abord des gens qui étaient des amoureux de la montagne et de l'effort ultra. Et donc en fait, moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais eu la possibilité de faire autant de sport, je me suis jamais comparé à des gens comme ça. Juste pour moi, c'était une source de belles histoires, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est des gens vraiment très attachants, inspirants, très sympa. C'est pas beaucoup d'humilité.
Très clairement. Et puis on va faire un petit coup d'accélérateur, c'est-à-dire on va arriver sur ton épopée de l'UTMB. Alors on va parler de l'UTMB, mais tu as réalisé aussi d'autres trails dans le cadre de la préparation. On n'arrive pas au départ de l'UTMB comme ça. Tu as réalisé d'autres trails dans le cadre de cette préparation-là qui sont aussi remarquables, mais est-ce que tu peux nous préciser à quel moment tu t'es dit « Allez, je vais le faire parce que c'est bien, je le retranscris sur papier, j'en parle, je rencontre des tas de personnes qui l'ont fait, j'y vais régulièrement tous les ans, je m'inspire de cet événement. » Est-ce que tu te souviens à quel moment tu t'es dit « Allez, là, il faut que je le fasse » ? Alors, je Déjà, pense... pourquoi tu t'es dit... Je pense que c'est au moment du confinement, en 2020, que je me dis, là, c'est le moment de le faire. Et je me rappelle exactement du moment. Je m'étais tracé une espèce de petite boucle, que j'appelais la boucle du confinement à côté de chez moi, une boucle d'1 kilomètre. C'est le fameux, et le fameux kilomètre. Le dernier jour du confinement, j'en étais à je crois, une centaine de tours de ce petit tour en cumulé. Et je me suis dit, allez, je vais faire un semi-marathon sur cette boucle la veille de la fin, quoi, pour clôturer cet épisode. Et j'ai fait mon semi-marathon sur ma boucle du confinement autour de chez moi. Et j'ai pas mal gambergé. J'ai pensé à beaucoup de choses. Et je me suis dit qu'en fait, là, c'était le moment de participer de réaliser vraiment ce que je voulais faire depuis longtemps, c'était participer à un ultra, 100 miles, quoi. J'avais déjà fait des courses de 100 miles, c'est vrai que c'est un chiffre incroyable. De 80, j'avais fait 2 fois la Saint-Élion, j'avais fait des courses de 80, 100 km, mais j'étais jamais vraiment passé aux 100 miles. Et je trouvais que tout se mettait vraiment bien en place. Je commençais à avoir un peu plus de temps, mes enfants commençaient à être grands. Et puis, j'ai très rapidement calculé que en 2023, ça allait être les 20 ans de l'UTMB. Et que j'avais envie de travailler sur cette histoire des 20 ans de l'UTMB. Et que quoi de mieux que pour parler de l'UTMB que d'y participer. Mais bon, à ce moment-là, j'étais encore très loin de pouvoir ne serait-ce que m'inscrire à l'UTMB. Ouais, puis il faut se qualifier. Il y avait tout un... Alors ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait tout un chemin de sélection pour arriver au départ de l'UTMB. Il fallait avoir participé à... Grosso modo, il fallait avoir participé à 2 ultras, un 100 miles et puis un ultra un peu plus court au cours des 2 années précédentes. Moi j'avais pas ça, j'avais juste participé à la Maxi Race il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, donc j'avais pas mes points, donc il fallait qu'en 2021 je cale ma course, que j'en termine 2, très clairement. Voilà. Donc il fallait démarrer l'entraînement. Et puis, donc la prise de décision se prend pendant le confinement. Ouais, je pense que c'est à ce moment-là. Et donc, bon, j'y pensais, en vérité. Tu l'avais en tête depuis un petit moment. Ouais, j'ai découvert l'UTMB en 2011. C'est la première fois que je suis allé au départ à l'invitation de Anne-Giry, qui était l'attachée de presse de l'UTMB et de la Saint-Élion. Et quand je vois ça, en fait, je suis fasciné. Ouais. J'ai vu ça, effectivement. On peut pas, quand il y a la musique, la Conquest of Paradise c'est clair. qui sonne, qu'on voit tous ces gens avec ce regard tendu vers le Mont Blanc qui est juste là au-dessus de l'arche de départ. Moi, je m'étais dit, mais j'ai envie de travailler là-dessus. Et puis, en fait, j'ai envie de le courir, quoi. Moi, j'ai un terreau fertile pour ce genre de bêtises, quoi. Quand on me met quelque chose comme ça sous les yeux, j'ai envie de participer, quoi. Donc, c'était quelque chose que tu avais en toi, en fait. Ça a mûri quand même. Ça a mûri. Voilà. Ouais. Il a fallu que ça... Ce que je veux dire, c'est est-ce que dès le départ, dès 2011-2012, la petite graine, elle était là et à un moment donné, tu savais que tu allais le faire. Tu savais pas quand, mais tu savais qu'un jour, tu allais passer de l'autre côté. Ou est-ce que c'est vraiment le confinement qui a été le déclencheur? Mon épouse, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'en fait, elle savait depuis très longtemps que j'allais vouloir le faire. Moi, je crois que tu lui en parlais probablement. Moi, j'imaginais. Pour moi, c'était pas possible, quoi. Ça me paraissait trop énorme à faire. C'était une course qui me paraissait trop dur, quoi. Voilà, inaccessible. Je voyais comme je terminais mes courses qui faisaient 75-80 km. Là, tu te dis, il faut faire le double. Non, ça me paraissait inimaginable. Bon, en tout cas, tu fais ta prépa, tu fais tes qualifs. Et puis, tu es au départ avec ces 2000, je crois que c'est 2300, 2700 2700, je crois. 2700 personnes maximum, où les places partent d'ailleurs en 1 heure ou 2. Enfin bref, c'est sold out à chaque fois. Donc tu es sur cette place, sous cette arche, avec le Mont Blanc face à toi, tu es prêt à partir. Tu te souviens des émotions qui t'ont traversé à ce moment-là? Est-ce que c'était une libération? Parce que généralement, quand on est au départ d'un ultra,
c'est quelquefois la préparation qui est la plus difficile. Donc est-ce que c'est le plaisir, où tu t'es dit que le plaisir allait commencer maintenant, ou dans quel état d'esprit tu étais au moment où la musique résonne? Il y a d'ailleurs tous les participants, c'est un silence incroyable à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens de cet instant-là? Ouais, c'est un peu une tornade d'émotions dans la tête, quoi. C'est effectivement, il n'y a pas grand monde qui parle. Tout le monde écoute Ludovic Collet, le speaker. Il y a cette musique. La voix de l'UTMB. Qui commence. Et puis alors, je pense qu'ils la font traîner, parce que ça dure 10 minutes, alors que le morceau, il doit durer 4 minutes. Là, elle dure 10 minutes, elle passe en boucle. C'est Vangelis Conquête of Paradise. C'est pas une chanson, une musique qu'on écoute tous les matins, mais là, ça passe, quoi. Ça transporte. Et... ouais, j'ai plein d'émotions, c'est-à-dire que je repense au chemin qui a été nécessaire pour arriver jusque-là. J'ai fait un 100 miles l'année d'avant, qui a été déjà une belle aventure. Toute la préparation, j'ai passé l'été en fait sur les sentiers de l'UTMB pour aller reconnaître le parcours, pour faire des journées de 50 km sur les grands cols de l'UTMB, notamment la partie qu'on passe de nuit, parce que je trouvais que c'était nécessaire de la reconnaître. Je pense à ma famille, on vient de passer des vacances, des super vacances, donc du coup je me dis c'est bon, quoi, j'ai pas pourri l'été de tout le monde avec mon UTMB. On rentre de Corse où on s'est baladé en van, on a fait pas mal de balades en montagne, etc. Donc tu te sens bien? Je me sens bien, mais après c'est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des espèces de tensions psychologiques qui deviennent des tensions physiques. On a un peu mal au genou, un peu mal au quadri, on se demande ce que c'est. Est-ce que c'est la période de 2-3 semaines avant où on a commencé à ralentir l'entraînement, que le corps n'est pas habitué à pu être sollicité autant qu'avant, donc peut-être qu'il déclenche des petites douleurs. Donc j'ai des petites douleurs comme ça qui m'interrogent, je me demande si ça va passer, parce que moi je pars dans l'idée de faire 32-33 heures, donc c'est assez long. Il faut quand même, l'UTMB c'est une course où il faut quand même courir, donc je suis un peu tendu quand même, mais comme tout le monde, quoi, on attend que ça parte pour voir si le physique il va tenir, quoi. Alors c'est vrai que moi c'était la deuxième année, l'année passée, l'année où tu as participé, c'était la deuxième année où je me rendais sur place, ça fait 2 ans où je vais passer 2 jours, là encore cette année je vais retourner probablement 2 jours, et c'est vrai que j'ai été fasciné par cet engouement. Je m'intéressais pas forcément, je connaissais la course avant, tu vois, mais je m'intéressais pas plus vraiment l'événement lui-même, et en fait je me suis rendu compte que la ville et la région battaient au rythme de la course, en fait c'est juste incroyable, et en fait en te renseignant tu te rends compte que des Japonais viennent là 3 mois avant justement pour s'imprégner de la course, reconnaître les traces. Les Américains, certains viennent vivre à l'année même pour vraiment avoir cet objectif là. C'est une épreuve qui fait le tour du Mont Blanc, donc 10 sommets de plus de 2000 mètres. Et puis il y a ce qui est arrivé l'année d'avant, c'est des lives qui permettent de suivre la course en direct. Et moi, l'année passée, je me suis pris au jeu, vraiment. J'ai regardé tout le live. Dès qu'il y avait un live, je me connectais, je regardais. Et je me souviens de ce départ où les mecs sont partis en courant, comme s'ils partaient courir 5 km, en fait. C'est parti à une vitesse. Alors, c'est parti à une vitesse où... alors, j'ai plus le nom de ce sportif sponsorisé par North Face, qui avait annoncé vouloir battre les 20 Pau heures. Capel. Voilà, Pau Capel, qui avait, je me rappelle, il y avait une conférence de presse, il y avait un gros marketing qui avait été mis par la marque sur cette tentative de record. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'il l'a annoncé qu'au final, il y a 2 des sportifs, pas lui, mais 2 autres sportifs qui l'ont battu. Mais en tout cas, c'est parti à une vitesse folle. Et puis j'ai regardé ce live avec des paysages, franchement, c'est juste... quand tu aimes la nature, le sport, c'est juste magnifique. Et puis, effectivement, j'ai vu ces arrivées, les visages qui avaient changé. Mais entre le moment où tu pars et tu t'élances avec les émotions, les sensations que tu as décrites, et le moment où tu arrives, tu as les émotions d'une vie qui sont condensées à l'intérieur. Et explique-nous, toi, cette épreuve, comment tu l'as vécue? Est-ce que tout s'est déroulé comme tu l'avais imaginé? Est-ce que loin de là, tout ne s'est pas déroulé comme tu l'avais imaginé? Est-ce que parfois tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là au final? Je suis bien mieux à retranscrire ce que les sportifs vivent plutôt que de le vivre. Comment s'est passée cette épreuve pour toi?
Au départ, je me dis ça, je me rappelle assez vraiment en conscience, et je me dis, je suis là pour moi, en fait. C'est assez marrant. Pour faire plaisir. Ouais, c'est assez rare que je me sois retrouvé dans cette situation où je me dis, c'est bon moment. Enfin, c'est ma course, quoi. Ouais, je suis pas là pour travailler. Je suis vraiment là pour faire plaisir, pour faire ma course. Et du coup, j'en ai profité, quoi, comme tout un chacun. Et c'est vrai que, comme tu disais, l'UTMB, c'est une mise en scène qui est unique. C'est-à-dire que il y a qu'une course au monde dans le trail c'est incroyable, qui a cette effervescence là. Puis le village ne cesse de grossir. Enfin, tout est bien marketé. On sent qu'il y a un gros investissement. C'est vrai que quand tu prends le shop, enfin la boutique de l'UTMB il y a 2 ans, qui était juste peut-être 2 chalets en bois réunis, et cette année, enfin l'année passée en l'occurrence en 2022, où là c'est peut-être 200 mètres carrés de... Enfin, c'est incroyable, l'évolution elle est incroyable. Non, c'est ce qu'on disait là, c'est le Super Bowl du trail, quoi. Alors, c'est ça. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est ce qui fait que cette course, elle est un peu clivante, mais objectivement, quand on est dedans, on peut être que on est transporté. Enfin moi, en tout cas, j'ai été transporté. Et écoute, même moi qui ne cours pas, enfin qui ne courais pas, ouais. Parce que je commence à un peu courir. Mais moi qui ne cours pas, je me suis dit. Ah, ça doit être sympa quand même de la faire, tu vois. Et oui. Alors que je ne courais, j'ai commencé, mais il y a l'année passée, mais jamais de la vie, tu vois. Et quand tu vois cette ambiance, cette course, ces sportifs qui viennent du monde entier, tu te dis, ah, ça va être sympa quand même là-haut, tu vois. Bon, il y a quand même du chemin à faire. Ça, c'est l'inspiration des organisateurs historiques de cette course, qui sont Michel et Catherine Poletti. Surtout Catherine Poletti, qui a toujours souhaité faire de cette course un événement, et qui a eu une inspiration, c'est de l'inspiration, c'est du flair, de créer davantage un événement qu'une course à pied. Et tout a été fait dans ce sens depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parti petit. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'énorme. Et finalement, la philosophie, elle est restée la même. Pardon. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On s'écarte un peu du sujet, mais... Mais tu sais, on s'écarte, oui et non, parce qu'à un moment donné, on va parler de Race Across France. Ouais. Je voulais mettre ça à la fin, mais moi, je me suis beaucoup inspiré de Catherine Poletti pour développer, en tout cas, pour poser la vision de la Race Across. Je l'ai contacté il y a... Écoute, je crois que j'avais fait 2 Race Across France, donc fin 2019. Et je sentais qu'il y avait un truc. Et pourtant, on n'était que 60 au départ. Tu vois, on n'était que 60. Mais je sentais, tu vois, déjà, mon feeling... ensuite les retours, et je me suis dit il y a peut-être un truc à développer, et j'ai pris contact avec Catherine Poletti sur les réseaux en lui disant voilà, moi j'en suis là où vous étiez en gros vous il y a 15 ans, moi j'ai cette vision, comment est-ce que vous pouvez m'aider peut-être à la développer, ou quelles sont les erreurs que je ne devrais pas faire, et Catherine Poletti me répond en me disant bah alors là moi le vélo, moi j'y connais rien, il y a une personne qui connaît très bien le domaine et je vais te mettre en relation, c'est Rémi Duchemin. Et c'est comme ça que j'ai connu Rémi Duchemin, que tu connais. Et en fait, moi je trouve ça formidable d'être parti d'une idée et d'avoir emmené avec elle toute une communauté, toute une ville. Enfin, c'est surtout... alors après, comme tu l'as dit, c'est peut-être clivant, mais en tout cas, on peut que respecter le travail qui a été fait. Et aujourd'hui, c'est devenu... voilà, ça fait partie du patrimoine. Elle a eu une idée il y a 20 ans, avec son mari et en famille, parce que les enfants sont aussi dans la partie. Alors sa fille maintenant est directrice de course, enfin même plus que ça je crois, responsable, ça, oui. Voilà. Son fils gère Lifetrail, qui permet de suivre en live justement toute l'évolution des participants. J'ai eu la chance d'avoir en face de moi les 4 pour 4 épisodes de podcast sur Ultra Talk, et je trouve l'histoire, je pense même, je ne sais pas si je m'avance peut-être, mais peut-être que les gens vont en rire en m'écoutant, mais je pense même que dans quelques années il y aura un film sur cette histoire-là, tellement la révolution dans le sport elle est formidable, quoi. Alors, mais... Oui, alors tout ça c'est vrai, hein, c'est une formidable réussite marketing aussi, c'est ce que tu disais, mais c'est à la base de tout ça, c'est quand même un tracé logique qui fait 170 km, qui fait le Tour du Mont Blanc, c'est le GR TMB, Tour du Mont Blanc, qui est un GR mythique qui a été créé dans les années 50 et qui passe par 3 pays. Et en fait, c'est ça le mythe de l'UTMB. Ouais. C'est ce tour logique qui fait le tour d'un massif fabuleux. Il n'y a sans doute pas plus beau dans les Alpes, qui est transpercé par énormément où on trouve la concentration de glaciers la plus importante des Alpes. C'est des points de vue fabuleux.
Et c'est ce tour quoi, de la montagne la plus haute d'Europe. C'est ça. Voilà. Et c'est juste, c'est tout simple, c'est ça l'histoire, et c'est ça qu'on vient chercher en fait quand on vient faire l'UTMB. Au fond, quoi, c'est faire ce grand tour en une fois. Moi, c'est ce que c'est ce que je voulais faire. Donc on revient un petit peu en arrière parce que là, on est parti dans d'autres discussions. Mais donc tu t'élances, cette musique s'arrête, la voix de l'UTMB fait le décompte, et puis là, la vague des fers. Beaucoup partent au sprint très clairement. Et tu t'élances et vas-y, je te laisse continuer la suite, les premiers kilomètres, la première nuit, la météo, les sensations. Moi aussi, je pars assez vite en fait parce que. Tu te laisses emmener en fait par la foule et l'euphorie probablement. C'est une file de spectateurs ininterrompue jusqu'aux Ouches, quoi. J'exagère un petit peu, mais c'est 8 km, ce qui n'arrive dans aucune autre course à pied. Hein. Y a qu'à l'UTMB qu'on voit ça. Donc en fait, je pars vite, sans doute beaucoup trop vite, mais sans avoir l'impression de faire le moindre effort en fait, parce qu'on est transporté à la fois par la foule et puis par les autres concurrents. Et puis je souhaite aussi pas rester complètement bloqué. Moi, je suis arrivé 1 heure avant, mais en fait, en arrivant 1 heure avant, j'étais 2 millième quoi, sur la ligne de départ. Donc, j'essaye de m'extirper un peu de la foule. Ensuite, il y a un premier col à franchir à la sortie des Ouches, qui est le col de Vose, que je passe finalement assez facilement. Ensuite, il y a une descente qui est très très raide, qui est pas très agréable et qui me permet finalement de me rassurer sur mon état physique. J'avais un peu mal au dos, j'avais un peu mal aux cuisses. Et finalement, là, je commence à être chaud, j'ai toutes ces petites douleurs qui disparaissent, et puis je me dis, ça y est, quoi, mon UTMB, il peut vraiment commencer. Cela dit, il a fait vraiment très très chaud pendant toute la journée. Il y a eu ensuite un orage juste avant le départ, et l'humidité commence à ressortir du sol avec le soleil, et il fait vraiment très humide, quoi. Moi, je transpire énormément. Je pense que je suis pas le seul, hein. Tous les concurrents transpirent eux aussi, et je perds beaucoup d'eau. Du coup, je mange sans doute pas assez sur ces premiers kilomètres. Et quand la nuit tombe, qu'on arrive dans le col du Bonhomme, qui est la porte d'entrée un peu sur la haute montagne, hein. C'est là que l'UTMB commence après 35 km. Là, je commence à avoir quelques petites crampes. Ce qui m'arrive jamais d'avoir des crampes, et c'est une petite alerte qui me rappelle que il faut que je me calme, que je mange, que je boive, que je prenne mon temps, c'est-à-dire rentrer en ultra, quoi. C'est-à-dire prendre son rythme. Voilà, tu utilises l'expression que tu as écrite dans un de tes rapports, où tu partageais ton événement, c'est qu'à un moment donné tu dis je rentre en mode, là je me mets en mode ultra. Alors c'est quoi, si tu peux partager ça aux auditeurs qui nous écoutent, mais pour toi le mode ultra, passer en mode ultra, ça veut dire quoi? Pour moi, le mode ultra, c'est faire sa course, en fait, tout simplement. Pas penser aux gens qui sont devant ou derrière. Qui sont devant ou derrière. Essayer de rester concentré sur les quelque chose de très important qu'il faut respecter. C'est-à-dire bien boire, bien manger, veiller à ne pas prendre froid, s'habiller ou se déshabiller, jamais se mettre dans le rouge. Et surtout, c'est ne jamais s'arrêter. Pour moi, c'est ça l'ultra. C'est OK, tu peux être lent, mais par contre, t'as pas le droit de t'arrêter. Enfin, c'est pas que t'as pas le droit, c'est que si tu veux aller au bout, faut avancer. Et si tu veux avancer, effectivement, il faut respecter tous ces fondamentaux. Alors, il faut pas trop se projeter, c'est-à-dire se dire je vise le prochain ravito. Pour ce prochain ravito, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Moi, je connais bien le parcours de l'UTMB, enfin, je le connais par cœur, donc je sais ce qui m'attend, je sais à quel rythme il va falloir aller, à quel moment. Et voilà, c'est ça, c'est rentrer dans sa course, rentrer dans sa bulle, un espèce de tunnel, et rester sur cette ligne-là. Est-ce que tu y mets également la composante lâcher prise dans le fait mode ultra, c'est-à-dire accepter les choses comme elles viennent et non pas se prendre la tête avec quelque chose d'imprévu, un fait de course, je ne sais quoi, mais quelque chose qui n'était pas prévu dans le plan, où parfois on peut se mettre à gamberger, ruminer, perdre une énergie incroyable à se prendre la tête et à se poser des questions, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et ce côté lâcher prise, voilà, tu le prends comme ça vient, et puis de toute façon tu arriveras à trouver une solution. Ouais, je pense que ça, c'est une leçon que j'ai retenue des champions que j'ai rencontrés. C'est que ce qu'on appelle le mental, c'est pas du tout une capacité à
à accueillir la douleur, enfin, ou à aller au-delà de la douleur. C'est plutôt analyser quelles sont les difficultés face auxquelles on est confronté et avoir les outils pour pouvoir y répondre. Et en fait, il faut être très calme, quoi. En ultra, il faut jamais s'affoler. Il va forcément se passer des choses qui sont inattendues. Ça va forcément à un moment dérailler. Mais à ce moment-là, il faut surtout garder son calme. Il ne faut pas s'affoler. Et il faut essayer de réagir en étant le plus raisonnable possible. Ouais, c'est vrai j'avais discuté une fois avec un trailer, d'ailleurs, qui m'expliquait que lui avait mentalement en fait avait un arbre décisionnel, c'est-à-dire dès qu'il y avait quelque chose qui arrivait, il avait tout de suite son schéma de prise de décision, oui, non, et il arrivait à une conclusion, et c'est comme ça qu'il raisonnait. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, moi je le vois bien sur Race Cross France, c'est toutes ces personnes qui abandonnent rapidement, alors qu'ils pourraient juste s'arrêter, retrouver leurs esprits, repartir, et la course ils la finiraient. Mais beaucoup se disent stop, abandonnent rapidement. La prise de décision d'abandonner, elle est immédiate, alors que parce qu'il n'y a pas de prise de recul sur la situation, tu vois. Et ça, c'est une erreur qu'on retrouve pour les personnes les rookies un peu, les gens qui découvrent la discipline, alors que les plus expérimentés, eux, ça arrive, ils vont aller dormir 2-3 heures, ils vont retrouver leurs esprits et après ils trouveront une solution. On sait qu'en ultra, de toute façon, on va passer par des hauts et des bas. C'est la fameuse sinusoïde que je décris régulièrement. Voilà, c'est obligatoire. C'est pas la question, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est à quel moment ça va arriver et où arriver à nouveau. Et il faut savoir laisser passer ces moments-là. Et c'est là où je disais où c'est important de toujours avancer. Et alors bon, cette UTMB là, les choses ont commencé à dérailler un peu plus tard, mais en fait, à aucun moment je me suis posé la question d'abandonner. Et tu parles d'un moment également dans ton récit d'euphorie. Je crois que tu parles d'un ravitaillement où tu repars et tu connais un moment d'euphorie. Donc on parlait de cette sinusoïde, la fameuse sinusoïde, donc dans un ultra. Alors ce fameux effet de sensation de flow, hein, comme on appelle, c'est-à-dire de bien-être, où tout va bien, tout se déroule bien, les pensées sont très positives. Ça, tu l'as connu sur cette épreuve ? Ouais, alors si je me rappelle bien, je crois que c'est après le ravitaillement de la Foulie. Le ravitaillement de la Foulie, pour situer, c'est au bout de 115 ou 120 km. C'est à la descente du Grand Col Ferré, qui est un moment qui est vraiment redouté par beaucoup de participants, parce que c'est une descente qui fait quasiment 20 km. Et qui démonte les cuisses, quoi. Le Grand Col Ferré, c'est le juge de paix au milieu de l'UTMB. Ça a longtemps été le point culminant de l'épreuve. Maintenant, il y a un point culminant un peu avant qui est les pyramides calcaires. Mais bon, ce Grand Col Ferré, on a toujours un peu ce que la plupart des concurrents disent, c'est qu'une fois qu'on a passé le Grand Col Ferré, on peut envisager peut-être de voir Chamonix. Donc il y a une espèce de soulagement une fois qu'on a passé cette étape. Premier sous-objectif. Voilà. Et ensuite, la descente vers le Grand Col Ferré, c'est un autre moment redouté parce qu'on peut vraiment lâcher beaucoup de fibres musculaires dans cette descente. Et bizarrement, je repars de ce ravitaillement de la Foulie en courant, en étant léger, en avançant. Moment d'euphorie. Voilà, un moment d'euphorie. Mais par contre, je sais exactement qu'il faut surtout pas avoir un moment d'euphorie, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme les moments creux, quoi. Il va y avoir des moments d'euphorie, ça c'est certain, mais il va y avoir des creux, ça c'est certain, il va y avoir aussi quelques moments d'euphorie, mais c'est les pires, voilà. Si tu te laisses entraîner par le moment d'euphorie, le coup de bambou, disons, que tu vas prendre derrière va être 2 fois plus difficile, parce qu'après le moment d'euphorie, après le pic de cette courbe, forcément ça va redescendre, et ça peut redescendre très très vite si le pic justement d'euphorie est très très haut, et si tu ne l'as pas on va dire maîtrisé, parce que généralement tu en profites quelques minutes parce que tu te rends compte que tu es dans ce moment d'euphorie, tu le sais, tu en profites un peu parce que c'est hyper plaisant, mais il faut aussi avoir la lucidité de se dire attends, là je suis dans un moment d'euphorie, donc je relève un petit peu le pied, et ça c'est hyper important. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné la machine va s'enrayer, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour la suite ? En fait, la machine, elle commence à s'enrayer peu de temps après ce moment d'euphorie. Après le ravitaillement de Champé, où je retrouve ma femme et mes enfants, où je m'arrête un bon moment, je mange, mais sans doute pas assez. Et quand je repars, on arrive au pied d'une côte qui s'appelle les alpages de Bovine. C'est
c'est un moment c'est un moment du parcours que j'ai pas reconnu. Il y a beaucoup de secteurs de l'UTMB que je connaissais parce que j'y avais été en tant que journaliste ou l'été précédent en reconnaissant les secteurs. Mais cette partie-là, c'est un peu la partie la plus reculée de l'UTMB côté suisse, et je ne l'ai pas reconnu. Alors sur le profil, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais en fait cette montée des alpages de Bovine, c'est un fracas de rochers en fait, le début de cette ascension, c'est très raide, il y a beaucoup de racines, et ça monte en lacet, et là je suis vraiment obligé de commencer à tirer sur les bâtons, et je pense que c'est là que je me fais que je me crispe, et c'est là que j'aggrave la petite blessure au dos que j'avais au début, et là petit à petit ça se transforme en grosse contracture. J'arrive au sommet de cette côte, on rentre dans une petite étable à la Giette, c'est super mignon, mais moi je dois me baisser pour rentrer parce que le pas de la porte est assez bas, et en fait de l'autre côté j'arrive pas à me redresser, et là je me dis c'est des brûlures, c'est une limite en fait, une impuissance. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça me fait pas vraiment mal si je suis en position courbée. Par contre, c'est impossible de me redresser. Alors là, j'essaye d'analyser ça froidement. Je me dis qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de continuer à avancer. Alors je me mets à courir sur la pointe des pieds, parce que ça change un peu les tensions, et ça me permet de descendre jusqu'au col de la Forclaz à peu près en courant. Mais je retrouve ma famille là en bas et je leur dis j'ai très mal au dos. Et en fait, je vois tout de suite dans le regard de ma femme que c'est inquiétant en fait, parce que c'est une blessure que tu avais déjà eue. Ouais, le mal de dos, c'est mon problème. L'année d'avant, j'ai eu mal pendant 2-3 mois. C'est mon tendon d'Achille, quoi. Et à partir de là, ça va faire qu'empirer, quoi. Alors, c'est vrai que moi, je vous invite à aller voir les photos. Hein. Benjamin, c'est les photos de la fin du franchissement de la ligne. On a de la souffrance avec toi, en fait, tu vois, parce qu'on voit la posture physique, effectivement. Moi, je souffre également du dos, et lumbago et côté droit, effectivement. Donc, les tensions dont tu décris, je les imagine parfaitement. Et c'est vrai que quand on a mal au dos, on a l'impression qu'on a le bassin qui part d'un côté, en fait. C'est-à-dire qu'on se penche, mais on a le bassin on n'est pas droit, en fait. C'est mécanique, probablement. Et c'est vrai que sur cette photo, on voit que ton bassin, il part complètement à droite, et que tu es courbé. Et la photo est impressionnante, mais c'est surtout les traits du visage qui sont marqués. Et là, moi, j'ai envie de te poser la question, mais est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé, ou est-ce que tu as des moments d'absence, parce que tu as un regard qui est hagard, en fait, tu vois. Alors c'est très curieux, en fait je pense que je me souviens exactement de chaque caillou à partir de ce moment-là. Il y a des moments avant que j'ai un peu zappé, mais par contre tout ce qui s'est passé entre Trian, le moment où je me fais masser par les kinés, où il reste 35 km. Alors là, qu'est-ce que te disent les kinés à 35 km de l'arrivée ? Est-ce qu'ils te disent ouais, ça va le faire, on va te strapper, c'est bon, ou est-ce qu'ils te disent arrête-toi, ou alors ça va être compliqué? Non, ils me disent rien. Ma femme m'a dit après que. Est-ce qu'ils auraient pu t'arrêter d'ailleurs avec la douleur ou la blessure, et en voyant même ta posture? Ouais, à ce moment-là, j'avais mal, j'étais déjà courbé, mais c'est pas l'état dans lequel tu m'as vu arriver. T'as 90 degrés, très clairement. Je suis à 90 degrés. C'est la montée suivante. Donc ils m'ont strappé. Moi, j'ai pas vu mon ventre, mais on m'a dit que j'avais tout mon ventre qui était rentré sous mes côtes. Les abdos étaient remontés. Les abdos étaient remontés sous les côtes. Ils m'ont un peu strappé, ce qui m'a permis de me regainer un petit peu, mais ça a tenu 2-3 km, quoi. Et puis oui, mais 2-3 km à la vitesse à laquelle tu allais, c'est ça de gagner. C'est ça de gagner. Et puis en fait après mon état s'est encore dégradé à Trian. Quand je vois les kinés, non, je pense que là ils se disent il va souffrir, mais bon, il peut encore avancer. En revanche, si j'avais vu les kinés à Valorcine, qui est le ravitaillement suivant, peut-être que là il m'aurait arrêté. D'ailleurs il y a des gens qui m'ont
qui m'ont envoyé des messages après l'UTMB, qui m'ont dit que j'avais... Ils t'avaient vu passer. Ouais, que je leur avais fait peur, quoi, que tellement j'étais courbé, j'étais vraiment en appui sur les bâtons. C'est-à-dire que j'avais les bâtons qui étaient calés sur les épaules, littéralement, et ce qui m'évitait de piquer en avant, quoi. Mais moi, j'ai jamais envisagé d'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive à 30 km de la fin de l'UTMB ou 20 km de la fin de l'UTMB, qu'on se dit qu'on peut marcher, on peut encore mettre un pas devant l'autre, même si c'est difficile. Après, on calcule plus vraiment, on se dit en marchant, c'est du 4-5 km/h. Ouais, mais 30 km, alors moi, je peux comprendre ce que tu dis, mais parfois, tu sais, quand tu prends un gros coup de bambou à vélo, parce que moi, j'ai pas connu ce que tu as connu en courant, hein, sur le trail, mais en vélo, j'ai connu des moments de solitude où t'as plus d'énergie, quoi. Où t'as mal à la selle, où t'as mal aux pieds, aux genoux, et t'es dans une ascension qui fait 25 bornes. Et quand tu vois ton compteur, tu vois que tu avances à 7 bornes, tu fais le calcul. Tu te dis, ok, donc je vais mettre tant de temps pour franchir. Et là, effectivement, dans un paragraphe de ton récit, tu décris que tu as franchi un col, je crois, à 2,07 km/h. C'est ça. Voilà, et 30 bornes derrière. Enfin, tu vois, tu fais le calcul. Est-ce que tu as gambergé sur le temps et probablement même un délai, ou jamais tu t'es concentré sur mettre un pas devant l'autre? Non, en fait, au début, j'avais une ambition de temps, c'est-à-dire que moi, je voulais faire 32-33 heures. Ouais, voilà. Le Graal pour les coureurs de l'UTMB, c'est de le faire les coureurs amateurs, c'est de le faire en 30 heures, autour de 30 heures, ce qui te place autour de la 300e place. Mais à partir de ce moment-là, je pivote dans ma tête, et finalement le temps il se dilate complètement, quoi. Mon ambition, c'est arriver, quoi. C'est simplement arriver. Je fais plus du tout de projection en termes de temps. T'es plus du tout dans la temporalité ou un délai. Tu veux juste avancer. Voilà, c'est ça. J'avance. Alors quand je quitte Valorcine, là mon état en fait il est complètement dégradé et il va plus changer jusqu'à l'arrivée, c'est-à-dire que je peux plus du tout me déplier, et là il reste 18 km dont une ascension de 800 mètres. Je me rassure en me disant que ça fait 2 montées du Montou. Le Montou, c'est un petit col de la région lyonnaise qui fait 400 mètres, qu'on a l'habitude de faire à l'entraînement, donc je me dis voilà, ça fait 2 fois le Montou, ça va le faire. Mais en fait je me fourvoie complètement, quoi. C'est moi j'avance plus, il y a des tas de gens qui me dépassent. Voilà, les gens qui me dépassent. Les gens sont gentils, on me demande comment je vais dans toutes les langues, hein. C'est ça qui est marrant avec l'UTMB, vu qu'il y a énormément d'anglo-saxons, d'espagnols, et moi je suis dans mon truc, en fait. Je suis dans un espèce de tunnel, quoi. Finalement il y a ma langue frontale qui éclaire le sol, et puis je suis tout seul avec mes pensées, quoi. C'est littéralement, je suis recroquevillé sur moi-même, mais avec l'intention de terminer, quoi. Et donc tu avances au fil des kilomètres. C'est vrai que les photos sont assez bluffantes, et puis on te voit. Alors il y a même, je crois, un bénévole qui, quand on arrive à quelques kilomètres de l'arrivée, on passe effectivement un ponton. Il y a un ponton qui est métallique pour ne pas passer sur la route, mais passer au-dessus justement de la route, donc qui est monté spécifiquement pour l'épreuve. Et il y a un des bénévoles qui te dit non, allez-y, traversez, on va vous épargner. Pitié, on va vous épargner ça. Donc tu te rapproches de l'arrivée, et j'ai même lu dans un de tes récits que tu écris que tu n'as même pas eu d'émotion particulière en franchissant la ligne, parce que tu savais que tu allais finir depuis bien longtemps, mais est-ce que tu t'es rendu compte que c'était fini, en fait, parce qu'on te voit, il y a des images, en fait, parce que c'est filmé, il y a des lives, mais donc tu peux récupérer ces lives-là, et on voit effectivement que tu franchis la ligne à 90 degrés, et que tout de suite, il n'y a pas d'émotion, tu vas t'asseoir, on voit le staff médical qui voit bien dans quel état tu es, donc il vient te poser des questions probablement si tout va bien. Est-ce que tu te souviens de ce tapis bleu, cette arche? Est-ce que tu les as encore en tête? Ouais, bien sûr. Ces émotions-là. Toute l'arrivée dans Chamonix, je l'ai clairement en tête. Effectivement, j'ai pas beaucoup d'émotions, quoi. Je sais pas si je suis vidé, si j'ai ressenti trop d'émotions auparavant.
il y a ma fille en plus qui pleure, qui m'a dit papa relève-toi, alors qu'en fait je lui dis mais je peux pas, je suis donc et puis je suis un peu honteux quoi, c'est-à-dire d'offrir cette image là quoi du trailer qui arrive dans un état lamentable, c'est un peu l'image. Ouais, c'est vrai que t'arrives, t'as la casquette qui est complètement mise de voilà. côté. On voit que t'es au bout du truc. C'est ça, c'est le côté un peu sombre de l'ultra, quoi, d'arriver au-delà de ce qu'on pouvait faire. Alors que moi, j'ai pas eu l'impression de mettre ma santé en danger. Hein, Est-ce que tu penses que t'as été au-delà de ta limite Est-ce que tu penses que t'étais là où tu devais être quelle sensation tu as par rapport à ça? Est-ce que quand tu repenses à cet événement, tu t'es dit, ouais, là, j'ai quand même été loin? Ouais, j'ai été loin. Alors, je pense que j'ai été loin dans la volonté de continuer. C'est-à-dire que sans doute dans le mental. Si ça n'avait pas été l'UTMB, sans doute que j'aurais arrêté à 20 ou 30 km de l'arrivée. Là, c'était cette course-là. Je voulais absolument terminer. Ce que je dis aussi dans le résumé, je pense à la phrase de Lance Armstrong qui est toute conne, quoi. C'est la douleur est passagère, l'abandon est définitif. Mais finalement, ça aide ce genre de petites choses dans ces moments-là. Mais effectivement, quand j'arrive, j'ai pas vraiment d'émotion. Alors, c'est peut-être la fatigue, je sais pas. En fait, je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé ressentir une grande joie en arrivant, en passant la ligne en courant, etc. C'est pas du tout le cas. Tu aurais aimé probablement aussi être dans une meilleure disposition pour en profiter, probablement. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, c'est une bonne excuse pour revenir, remarque. Ouais. Après, ce que je me suis dit finalement, quelques jours après, une fois que c'était digéré, une fois que j'avais dormi, que je m'étais relevé, redressé, c'est que en fait, c'était génial que ça se soit passé comme ça. Finalement, si j'avais terminé la course en 32 heures, je serais arrivé en pleine nuit. Il y aurait juste eu ma femme et mes enfants. J'aurais quasiment rien eu à raconter. Alors que là, je pense que j'ai vraiment... Là, c'est mémorable. Là, on va t'en parler, même les enfants, pour eux... toute leur vie, quoi. Moi, c'est quelque chose que je garderai en mémoire toute ma vie. J'espère que mes enfants, ils s'en souviendront comme d'un souvenir à peu près joyeux, finalement. Parce qu'on en a beaucoup rigolé. Voilà, on en a héroïque. Ouais. Héroïque, je sais pas. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir été un héros, quoi. Mentalement, faut se représenter ce que c'est. Hein. Cette course, elle est dingue. Hein. C'est l'objectif de beaucoup de personnes dans un parcours sportif. Et quand on voit les images dans les conditions, je ne parle pas du physique, là vraiment je parle du mental. C'est mentalement supporter la douleur. Je pense que les images, tu sais, des fois, parfois une image vaut 1000 mots, mais j'invite tout le monde vraiment à aller voir cette photo où tu franchis la ligne. Les gens vont être probablement bluffés, mais je parle surtout de ce dépassement mental, d'accepter, de continuer, de ne pas lâcher. Là, ne serait-ce que ça, je pense que c'était peut-être plus long à récupérer mentalement, peut-être que même physiquement. Ouais, physiquement, tu vas loin dans les retranchements. D'ailleurs, est-ce que, moi, j'en parle souvent sur le podcast, mais les jours d'après, il se passe comment quand on a fait ce que tu as fait? Les jours d'après, est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise pas? Est-ce qu'on reprend sa vie normale, on va dire? Est-ce que ça... Ouais, la vie reprend assez rapidement. C'est la rentrée des classes, quoi. C'est le retour au boulot. Et puis, malgré tout, le truc, c'est que j'ai reçu énormément de messages. Parce qu'effectivement, l'UTMB, c'est pas une course comme les autres. Il y a énormément de public. Il y a des gens qui regardent devant la télé. Donc, tous mes proches ont vu cette arrivée. Donc, je reçois des images de mes proches. Mais je reçois aussi des messages de gens que je connaissais pas du tout, qui m'ont vu pendant la course, qui ont vu mon nom ou mon numéro de dossard. Et qui m'ont tous écrit des mots super gentils, quoi, sur que de me voir arriver dans cet état-là à l'UTMB, ils avaient trouvé ça magnifique, c'était une belle arrivée. Alors du coup, ça m'a permis un peu de changer un peu mon avis, quoi, sur ce que j'avais fait, et ça m'a permis de rendre cet épisode positif, et puis finalement d'accepter que ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu, c'était un moment vraiment très fort, un moment fort en plus personnellement, et puis surtout en famille. Ah oui. Parce que
je les ai fait passer par des moments aussi assez difficiles, quoi. Quand ils m'ont attendu pendant 8 heures, alors que j'étais censé faire ce segment en 2h30, 3 heures, ils se sont inquiétés, enfin surtout mon épouse, mes enfants ils dormaient à ce moment-là. Et finalement ça a été un moment aussi familial vraiment puissant, quoi. Et c'est ce qui nous a... c'est un point d'appui pour eux, pour les enfants, pour la famille, c'est vrai que c'est un bon point d'appui. Ouais. Et du coup, c'est ce qui nous a un peu motivé avec mon épouse, qui est aussi journaliste, à raconter cette histoire. Moi, j'aime pas trop les comptes rendus de course. Je les lis rarement. Enfin, j'en avais jamais fait de compte rendu de course. Mais là, on n'est pas dans un. C'est pas classique là. Ce qui t'est arrivé, c'est, tu vois, c'est. Voilà, ça allait au-delà de la course. C'était plus l'inspiration, inspirationnelle, le partage d'expérience. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que tu l'as dit, si tu avais fini comme tu l'avais prévu, 32-33 heures, t'aurais fait ton objectif, t'aurais été finisher, t'aurais réalisé le projet que tu voulais. Mais moi qui vois franchir la ligne d'arrivée de Race Cross France de tous les participants, et qui attend jusqu'au dernier, généralement les 10, 20, 15 derniers ont des histoires de dingue à raconter que les premiers n'ont pas. Parce que les plus rapides, ils vont justement très vite. Et donc, s'arrêtent moins, il leur arrive moins de pépins. Donc, bon, c'est une performance. Mais ceux qui arrivent à la fin, qui connaissent des galères, c'est une performance de finir, mais ils ont des histoires à partager. Il y a des leçons de vie à chaque fois qui sont juste incroyables. Et moi, j'adore, parce que des fois, on reste 1 heure, 1h30, 2 heures sur la ligne, à discuter avec ces gens-là, qui me racontent que pendant 10 jours, il leur arrivait, mais ils ont fait des rencontres totalement improbables dans des endroits totalement perdus. Et je trouve que c'est ça qui est très, très inspirant et qui permet justement de partager l'esprit et les valeurs de la longue distance, que ce soit du trail, du vélo ou autre. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est John Krakauer, qui est l'auteur de Into the Wild et puis Tragédie à l'Everest. Dans un de ses livres, il a mis en exergue une petite citation d'un auteur inuit qui dit que une aventure devient une histoire en fait quand il y a quelque chose qui déraille. Oui, c'est vrai. Que quelqu'un s'est montré incompétent ou qu'il y a un événement exogène qui est venu perturber cette aventure. Et je crois que c'est tout à fait ça, quoi. Avant, c'était juste une course, là, c'est devenu une histoire qu'on pouvait... c'est une histoire complètement qui va traverser le temps. Qu'on peut raconter. Ouais. Qui va traverser le temps. En tout cas, il y aura probablement des milliers d'écoutes sur cet épisode, ça c'est à n'en pas douter. Et puis, moi, j'ai suivi le live, comme je t'ai dit, et j'ai vu que cet événement, en fait, a pris en popularité, mais surtout les spectateurs présents sur l'événement étaient folles. Et je me suis même dit, mais dans l'avenir, en fait, ça va être comme à l'Alpe d'Huez. On va devoir... dans certaines ascensions, on va devoir mettre des rubans sur les côtés. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un monde dans les ascensions. Alors après, je regardais pas les lives avant. Peut-être que c'était comme ça avant, mais je ne crois pas. Quand je suis passé, il y avait beaucoup moins de public. Écoute, tu regarderas la diffusion de cette année. Mais je ne sais pas vers quoi on va. Mais en tout cas, j'ai trouvé que il y avait un monde sur le bord des chemins qui encourageait les coureurs et je me suis dit mais ça va finir comme l'Alpe d'Huez en fait, bientôt ça va être incroyable. Alors je me suis penché justement sur cette question là pour l'écriture d'un livre auquel je participe sur les 20 ans de l'UTMB et cette année les audiences en télé elles ont été sur l'équipe de 3 millions de téléspectateurs. Les audiences, elles ont il y a eu 21,9 je crois millions de vues de vidéos sur le site de l'UTMB et chaque année la semaine de l'UTMB il y a 100 000 spectateurs qui viennent à Chamonix et effectivement sur les vidéos on a vu qu'il y avait des hordes de gens qui couraient autour notamment de Kylian Jornet et Mathieu Blanchard dans le final à tel point que les caméramans qui filment en courant à côté des coureurs, ils avaient du mal à se frayer un passage. Quoi. Et c'est vrai que c'est devenu quelque chose, c'est devenu un vrai spectacle en fait, c'est plus simplement une course, c'est un spectacle qu'on consomme aussi devant le canapé et comme à l'Alpe d'Huez. Alors on n'était peut-être pas encore au virage des Hollandais, hein, mais on n'était pas loin, tu vas voir que ça va arriver. D'ailleurs je pense que même à l'UTMB ils vont probablement prendre des mesures pour que les derniers kilomètres soient peut-être un peu plus safe pour les coureurs, mais en tout cas moi je me suis pris au jeu très clairement et cette année une fois être revenu de mon passage
sur Chamonix, eh ben, je me suis connecté à 19h pour voir le départ, quoi. Tu vois, c'était vraiment un rendez-vous que je voulais pas rater. Puis après, tu le regardes jusqu'à 23h, puis tu reprends le lendemain matin quand tu te lèves. Et oui, on se laisse prendre au jeu. Quoi, mais incroyable. Donc, ça, c'est plutôt formidable. Et puis, est-ce que tu as des nouveaux objectifs à venir, sportifs? Alors, je me suis demandé l'année dernière s'il fallait que je retourne à l'UTMB pour faire mieux. Ça peut servir d'excuse, tu vas te dire, j'aimerais bien la refaire dans de bonnes conditions. Tu vois, au niveau familial, des fois, ça peut passer, tu vois. Oui, parce que maintenant, la grosse blague, c'est Benjamin, est-ce que tu as fait ton gainage, quoi? Non, je me suis pas vraiment mis au gainage, quoi. Donc j'ai participé à la loterie pour avoir un dossard cette année. J'ai échoué à cette loterie. Hein. Il y a un taux de réussite quand même. Tu serais retourné, tu aurais été tiré au sort? Ouais, alors du coup la question s'est pas posée. Oui. Imagine. En fait, finalement, je suis content. Tête, hein. Ouais, mais finalement, je suis content de rester là-dessus, quoi, de rester sur cette aventure de l'année dernière. Je vais participer du coup à la TDS, qui est l'une des courses de l'UTMB. C'est une course qui part de Courmayeur et qui arrive à Chamonix, qui est un peu plus nature que l'UTMB, qui part du côté du Beaufortin, qui est apparemment magnifique, quoi, qui est aussi une course à vivre. Donc je suis inscrit pour cette course. Et puis je vais enchaîner avec la Diagonale des Fous à La Réunion au mois de... Ok, donc t'es bien lancé. Voilà. Ouais, belle année, en perspective. J'ai vécu de l'intérieur l'UTMB. L'idée, c'était de pouvoir raconter ça. Je pense même que si cette course a été presque un déclenchement de beaucoup de choses pour moi. Quoi. Tu sors pas. On a pu. Quand tu finis une épreuve, dans le long, tu le sais très bien, avec tous les champions que tu as interviewés, hein, tu finis différent à chaque fois. Hein. C'est exactement. Tu n'es plus la même personne. De toute façon, quand on voit ce que tu as traversé, c'est clair que mentalement, tu as gagné des points de vie, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est forcément un point. Moi, c'est ce que je dis, ce genre d'épreuve, ce sont des points d'appui pour le futur, en fait. Ce sont des points sur lesquels tu vas t'appuyer pour aller te développer, aller encore plus haut. Plus haut, c'est pas être performant, hein, c'est juste être plus serein, être un homme, un humain plus serein, bien dans tes baskets, parce que tu as réalisé un truc incroyable, quoi. Donc on va suivre ça avec... Oui, finalement, je pense qu'on est tous pareils. Avec grand intérêt. Et puis, juste à côté de nous, là on enregistre, mais juste à côté de nous, il y a ton vélo, et je sais que tu as un lien aussi avec le cycliste. Tu en as parlé quand tu étais petit. Parle-nous de Race Cross France également, que tu as suivi. Tu étais même au départ une année, si ma mémoire est bonne. Ah non, j'ai jamais participé. Enfin, en tout cas, comme participant, non, j'ai jamais participé. Alors, c'est un 200 qu'on a fait ensemble. On avait fait ensemble un Lyon-Ventoux. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Et on avait discuté d'ultra, donc tu as couvert. Voilà. Quel est le parallèle que tu peux faire entre l'ultra trail et la naissance de cette discipline? Parce que toi, tu as vu l'explosion et la naissance de ce qu'est devenu le trail aujourd'hui. Quel est ton regard sur le cyclisme ultra-distance depuis 4-5 ans où ça commence à se démocratiser? En tant que passionné de sport, mais aussi avec ton regard de professionnel. Moi, ça m'a presque réconcilié avec le vélo. Je trouve que le cyclisme ultra-distance, c'est un peu une espèce de retour aux fondamentaux du vélo. C'est le retour des forçats, quoi. C'est une dimension qu'on avait vraiment perdue avec le vélo actuel qui est devenu très formaté, très technologique. Avec les datas de partout. Hein. Et quand on voit Ineos sur d'équipes Jumbo qui... moi, j'en parle beaucoup dans mes différents podcasts, mais qui sont à la pointe de la recherche technologique, de l'optimisation des gains marginaux, des datas. C'est sûr qu'on est loin des forçats de la route. Puis on a traversé des années qui étaient quand même assez pénibles dans le vélo. Ouais, non seulement on parle du dopage, évidemment, mais il manquait aussi un peu de personnalité, je trouve, dans le peloton. Là, c'est vrai qu'actuellement, on a de la chance en ce moment. On a vraiment des personnalités très fortes dans le vélo. Moi, je regarde toujours les courses de vélo. Paris-Roubaix, je le loupe jamais. Je loupe pas Milan-San Remo. Je loupe pas le Tour des Flandres. Il y a des moments où tu peux pas rater. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que je m'étais un peu détourné quand même du vélo traditionnel. Et j'ai retrouvé dans l'ultra-distance cet esprit un peu... des débuts, quoi, du vélo, des forçats, quoi, comme je disais. Il y a des personnalités qui sont
qui sont vraiment intéressantes dans le vélo ultra distance. T'en fais partie, Arnaud. J'ai fait aussi des articles sur Steven Le Yarrick, qui a gagné la Race Cross France passée, qui est actuellement aux États-Unis l'année dernière, que je dois watch actuellement là sur le Tour Divide. Il y a Hugues aussi, le Lyonnais, Hugues Favdarcy, sur lequel tu avais fait un article. Un gars comme Pierre Charles. Pierre Charles, dont un épisode va sortir. Pour tout te dire, Pierre Charles, je l'enregistre ce soir au même endroit où tu es. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce soir et ça sortira le premier jour de Race Cross France. Donc au moment où ton épisode va sortir, l'épisode de Pierre Charles sera sorti. Mais ce gars-là fait 60 000 bornes par an. C'est ça. Et Pierre Charles, c'est ce qu'on disait au tout début de l'épisode, c'est-à-dire que c'est pas forcément avec les grands champions qu'on va raconter les histoires les plus intéressantes. Les histoires les plus intéressantes, elles s'écrivent avec ce genre de personnalités qui sont vraiment à part. Et Pierre, c'était une rencontre que j'ai faite qui m'a marqué. Comment est-ce qu'on peut faire 60 000 km par an à vélo ? Moi, ça dépasse l'entendement, quoi. Il faudra écouter l'épisode. Voilà. Revenez un petit peu en arrière. Voilà. Revenez un petit peu en arrière dans la liste. Je pense que l'ultra à vélo, ça me fascine. Ça me fait aussi un peu peur parce que ce que je me dis, c'est que l'ultra en course à pied, si on va un peu, si on va au-delà des limites, qu'on trébuche, on tombe pas de bien haut. En vélo, ça peut être les conséquences peuvent être un peu plus dramatiques. Donc j'observe ça moi avec beaucoup d'avidité. Est-ce que moi j'irai sur le cyclisme ultra ? Je me pose la question. D'un côté, j'aimerais, mais en même temps, je sais pas si j'oserais y aller, quoi. Intéressant. C'est vrai que nous, au niveau de l'organisation, on met beaucoup de choses en place pour la sécurité des participants. C'est devenu un pôle qui n'est plus du tout le même qu'il y a ne serait-ce que 3 ans. On a mis beaucoup de choses en place. On travaille beaucoup avec les préfectures, mais c'est vrai que ça va être une composante déterminante pour le développement de la discipline, très très clairement. On arrive sur la fin de l'épisode. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2024 en cours ? Moi, j'ai toujours des projets. 2024, il y a les JO. J'imagine qu'en tant que journaliste sportif, c'est magnifique pour toi. Voilà, c'est ça. À Paris, c'est pour ça que cette année, je me suis mis beaucoup d'ultra. Pour l'année prochaine, je sais que l'été prochain, ce sera sans doute plus compliqué pour aller courir, ne serait-ce que de préparer un ultra, alors qu'il faut préparer les Jeux Olympiques au niveau professionnel, ce sera sans doute plus compliqué. Tu sais ce que tu vas couvrir ? Tu sais déjà un peu ton programme pour l'année prochaine, quel sport tu vas couvrir, où est-ce que tu vas te déplacer ? Ou c'est encore un peu tôt peut-être Alors c'est un peu tôt, je ne sais pas encore si j'aurai la chance d'y aller. A priori, je serai aux Jeux Olympiques, mais tout n'est pas encore fixé. En tout cas, si j'y vais, ce sera pour suivre les sportifs ici de la région. Ici dans la région, on a des grands rameurs. Oui. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron notamment, qui sont champions olympiques, champions du monde d'aviron. Moi j'adore suivre l'athlétisme. C'était des compétitions que j'ai suivies avec des championnats du monde, des championnats d'Europe, les Jeux Olympiques à Rio. J'avais suivi notamment Christophe Lemaître. C'est un peu ma discipline de cœur aux Jeux Olympiques, l'athlé. Et puis l'escrime, le VTT. Ça va être passionnant. Ouais, ça va être passionnant. C'est foisonnant. Les Jeux Olympiques, c'est une quinzaine où on dort pas beaucoup généralement. C'est clair. Pour 2023, je sais pas, finir mes ultras. La semaine prochaine, je fais le 90 du Mont Blanc. Donc quand ce sera diffusé apparemment le podcast, ça sera passé, donc on pourra aller voir. La TDS, Diagonale des Fous. Ouais. Et puis on est en train de terminer un livre avec Aurélien Delfos et Alexis Berg et son frère Frédéric Berg aux éditions Mons, qui sera consacré aux 20 ans de l'UTMB. Et qui sortira avant l'UTMB. J'espère que ce sera un beau livre et un succès. Vu ce que tu viens de nous partager, on n'a aucun doute sur ça. Un grand merci à toi, Benjamin, pour ce partage, pour cette histoire. Donc je mettrai les liens effectivement de ton récit d'aventure dans les descriptifs de l'épisode, et je vous invite à aller voir effectivement les photos, de lire ce récit qui est juste comme ça, vous ferez le parallèle avec notre échange, comme ça vous connaîtrez tous les tenants, les aboutissants. En tout cas, un grand merci, Benjamin, de t'être rendu disponible. Merci pour l'invitation, et puis bon courage, bonne chance dans les événements et dans les échéances qui arrivent pour toi. Merci beaucoup. Merci Arnaud, bonne route.
Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.